sommaire de cette édition au Burkina, le président du Parlement intérimaire du pays a déclaré que la nation est en danger après la séquestration du président Michel Kafando ainsi que du Premier ministre Yacoubou Isaac Zida. Au Ghana, la police a dispersé ce mercredi, avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes, une manifestation de partisans du principal parti d'opposition. Enfin, en RDC, l'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert leur session de septembre consacrée au vote du budget de l'État pour 2016. Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous matinal de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Burkina, le président intérimaire Michel Kafando ainsi que le Premier ministre Isaac Zida étaient retenus ce mercredi au palais présidentiel à Ouagadougou par le régiment de sécurité présidentielle RSP, la garde prétorienne de l'ex-président Blaise Compaoré. Chérif Sy, président du CNT, le Parlement intérimaire du pays, a déclaré que la nation est en danger après la séquestration du président ainsi que du Premier ministre. Le devoir nous appelle car la nation burkinabé est en danger. Nous en appelons au devoir de solidarité des forces vives, des forces politiques, de la société civile et de la communauté internationale avec tout le peuple burkinabé pour faire échec à cette opération, a-t-il déclaré dans un communiqué. L'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies ont exigé de suite la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Elle souligne avec force que les auteurs de cet enlèvement inacceptable répondront de leurs actes et seront tenus responsables de toute atteinte à l'intégrité physique du président du Faso, du Premier ministre et de toute autre personnalité qu'ils détiennent, écrivent les trois organisations dans un communiqué conjoint diffusé sur le site internet de l'Union africaine. Direction le Ghana, où la police a dispersé mercredi à Accra, avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes, une manifestation de partisans du principal parti d'opposition. Ces derniers réclamaient des mesures du gouvernement pour prévenir d'éventuelles fraudes électorales lors de l'élection présidentielle de 2016. Reportage. La police est intervenue lorsqu'une partie des manifestants, membres du nouveau parti patriotique NPP, ont quitté le cortège pour tenter de rejoindre le siège de la commission électorale. Les manifestants ont condamné la dispersion de la manifestation par la police, la qualifiant de message négatif envoyé au reste du pays et à l'étranger. L'action de la police est déloyale et ne donne pas une bonne image du pays. D'un point de vue international, c'est très négatif car la façon dont ils traitent les citoyens est dramatique. Ce ne sont pas seulement les principaux partis politiques qui sont concernés. Beaucoup de gens sont impliqués. Les citoyens sont concernés parce que tout le monde veut que les élections se passent de manière pacifique. Donc si le pays tout entier appelle à une refonte des listes électorales et que la police réagit de cette façon, ce n'est pas professionnel. Les manifestants demandaient notamment que soit actualisé le fichier électoral actuel qui comprendrait selon eux de nombreux non-ghanéens et autres électeurs fantômes. La commission électorale a demandé à tous les partis politiques, y compris le Congrès national démocratique au pouvoir, de se prononcer sur le sujet. Le président John Dramani Mahama a annoncé la semaine dernière son intention d'être candidat à un second mandat. Le chef du NPP, Nana Akufo-Addo, qui a perdu de très peu les deux dernières élections présidentielles, avait lui annoncé sa candidature depuis 2014. En RDC, le président Joseph Kabila a révoqué ce mercredi son conseil spécial en matière de sécurité, Pierre Lumbi au Congo, et le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, deux des 7 initiateurs d'une lettre ouverte qui lui a été adressée lundi 14 septembre pour réclamer des élections dans les délais constitutionnels afin d'assurer l'alternance démocratique en 2016. L'annonce de ces révocations est intervenue quelques heures après une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle qui a constaté leur auto-exclusion. Olivier Kamitatou a réagi via son compte Twitter « Je prends cette révocation comme un grand honneur qui m'est fait dans le combat pour le respect de la Constitution et de l'intérêt national », a-t-il écrit. Pierre Lumbi est quant à lui l'autorité morale du MSR, formation qui fait partie de 7 partis politiques qui ont adressé l'alerte ouverte à Joseph Kabila.
On reste en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert leur session de septembre, session consacrée au vote du budget de l'État pour 2016 à l'hémicycle du Palais du Peuple à Kinshasa. Une session budgétaire certes, mais qui sera fortement entravée par les enjeux politiques de l'heure. Yayette Mavinga, correspondante de SICA en RDC, pour Le Point. Ils ont répondu présent à cette rentrée de session de septembre 2015. Les députés comme les sénateurs à l'hémicycle du Palais du Peuple. À l'Assemblée nationale, devant les invités, les corps diplomatiques, les confessions religieuses, la société civile ainsi que le gouvernement congolais, le président Aubin Minako a souligné dans son discours des circonstances que cette session examinera le projet de la loi de finances pour l'exercice 2016. Le dialogue, seul le dialogue entre toutes les composantes de notre société et par des mécanismes particuliers nous permettra de tenir compte des attentes et appréhensions des uns et des autres. De l'autre côté, 65 sénateurs sur 108 que compose cette Chambre ont répondu à ce grand rendez-vous conformément à la tradition. Dans son discours, le président du Sénat, Kingo Adondou, a donné les orientations d'une période essentiellement budgétaire, mais a interpellé le gouvernement congolais que l'année 2016 est électorale. Elle impose des contraintes politiques majeures. Je rappelle au gouvernement que par-delà les préoccupations d'ordre social, l'année qui vient est essentiellement électorale. Elle nous impose deux contraintes politiques majeures. Le financement des futures échéances électorales et la matérialisation de la décentralisation politique de l'État amorcée par la loi de programmation. Signalons que les députés et sénateurs de l'opposition n'ont eu part à ce grand rendez-vous car la préoccupation était tournée vers ce grand meeting de l'opposition dont le but est de s'opposer à toute manœuvre de glissement au troisième mandat du président de la République. Le Nigeria envisage d'offrir l'amnistie à des éléments de Boko Haram en échange de la libération des lycéennes enlevées à Chibok il y a près d'un an et demi. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce mercredi le président Muhammadu Buhari dans un entretien à Paris, entrant dans le cadre de sa visite de 72 heures en France. Les détails. Nous essayons de voir avec les quelques prisonniers que nous détenons si nous pouvons négocier avec eux la libération des filles de Chibok. Mais nous sommes très prudents. À moins d'être sûrs qu'elles sont relativement en bonne santé, nous n'allons pas libérer facilement ceux que nous détenons. Le président nigérian a fait cette proposition d'échange lors du dernier jour de sa visite officielle en France ce mercredi. Pendant ce temps, sur le terrain, l'armée nigériane vient d'annoncer la libération d'une dizaine de femmes et d'enfants enlevés par le groupe islamiste dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, là où les 290 lycéennes ont été enlevées. Dans une déclaration, l'armée affirme avoir libéré des camps du groupe djihadiste. Des deux côtés, Boko Haram et nous essayons de voir comment nous pouvons envoyer des troupes équipées et prêtes sur le terrain avant la fin de la saison des pluies. Mais en ce qui nous concerne, nous profitons énormément de l'aide du G7 dans le domaine du renseignement, de la formation et de l'équipement. Boko Haram, qui a perdu le contrôle d'un vaste territoire depuis février, a de plus en plus recours à des techniques de guérilla telles que le bombardement de cibles civiles ou les attentats suicides. Depuis la fin mai, des centaines de personnes ont été tuées dans ce type d'attaque dans le nord-est du pays et les attentats suicides se sont étendus au Tchad ou au Cameroun voisin ces dernières semaines. Au Mexique, la bavure policière de l'armée égyptienne qui a coûté la vie à des touristes mexicains continue de susciter des réactions. La chef de la diplomatie mexicaine réclame au Caire une enquête approfondie, exhaustive et transparente sur l'affaire. Plus de précisions à travers ce reportage.
Les faits remontent au dimanche 13 septembre 2015. La police et l'armée égyptienne qui pourchassaient des djihadistes dans l'ouest de l'Égypte tuent 8 touristes mexicains et en blessent d'autres en prenant pour cible par erreur leur voiture. Une bavure aussitôt condamnée par le président mexicain Enrique Peña Nieto. Il demande au Caire l'ouverture d'une enquête approfondie et dépêche ce mercredi sur les lieux de l'incident la chef de la diplomatie mexicaine qui a rendu visite aux rescapés dans un hôpital de la banlieue du Caire où ils sont soignés. Le premier but de cette visite, demandée par le président de la République, est d'accompagner les familles qui visitent leurs proches mexicains qui sont actuellement hospitalisés, se remettant de leurs blessures. Au cours de sa visite au Caire, la ministre mexicaine des Affaires étrangères a par ailleurs réitéré la demande de Mexico quant à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'incident. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a assuré à la ministre des Affaires étrangères mexicaine que le gouvernement égyptien s'engageait à mener une enquête rapide, approfondie et transparente pour déterminer les circonstances et les causes de ce regrettable incident, garantir une étude appropriée ainsi que la mise en place des conclusions. En attendant les résultats de l'enquête, le Mexique devrait s'atteler à rapatrier ses compatriotes vivants et ceux qui ont perdu la vie. On parle des femmes à présent. Nombre d'internes ont fui le Soudan du Sud, leur pays d'origine, pour rejoindre Khartoum où elles trouvent refuge. Ceci après avoir été capturées et victimes de violences sexuelles après le début du conflit dans le pays. Voici les détails. Evalina est une jeune femme sud-soudanaise en exil. Elle a rejoint Khartoum après avoir fui les violences au Soudan du Sud où elle a été capturée, séquestrée puis abusée sexuellement pendant 2 mois par des hommes armés. Ils m'ont emmené dans un camp militaire et j'y suis restée jusqu'à l'arrivée d'un général ou brigadier. Ils m'ont donné à lui. Je suis restée avec eux 2 mois avant de rejoindre les locaux de l'ONU à Khartoum en septembre. Je me suis échappée et j'ai retrouvé ma famille. J'ai fait des tests médicaux et j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai accouché le 26 avril. L'histoire d'Evalina est loin d'être un cas isolé. Comme elle, de nombreux Sud-Soudanais bénéficient du programme d'aide aux victimes des agressions sexuelles mis en place par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Dans toute situation comme celle-ci, quand il y a des combats internes qui déchirent le pays, les gens ont besoin d'un soutien psychosocial. Bien sûr, le degré de soutien pourrait varier en fonction de la situation et l'expérience des gens, mais certainement, l'agence a actuellement un petit programme qui gère ces questions-là à Khartoum. Le conflit sud-soudanais a fait des dizaines de milliers de morts et chassé quelques 2,2 millions de personnes de leur maison. Un conflit qui dévaste le jeune pays indépendant depuis 2011. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Surtout, l'information revient sur SICA.